C'est le moment chaton de la vidéo. Oh oui, petit chaton, oh oui. Mais tu sais que t'es assise à ma place là. On va faire comment là? Oh oui. Bon. Tu vas nous laisser un petit peu filmer? Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la palle de l'imaginaire, l'update lecture. Si vous entendez des grondements, ils sont la répercussion de ce que vous avez pu voir en début de vidéo, c'est-à-dire que mon chat se gratte à côté. On est dans une relation exclusive l'hiver, ce qui fait que elle ne peut pas se détacher de moi. Donc je vais vous présenter mes livres de fantasy et arrêter de parler de chats. Ça fait vraiment vieille folle de chats. Voilà, tu combines la lecture, les chats, il manque plus que je bois du thé et je suis mal barrée. Donc on commence tout de suite. Je vais vous présenter tout d'abord le manga que j'ai lu, qui a été une très belle découverte, même si je m'attendais quand même à ce que ça soit bon. Il s'agit de Gigantomania de Kento Miura, l'auteur de Berserk, Berserk dans mon cœur, meilleur manga de fantasy, dark fantasy qui puisse exister, je n'ai jamais trouvé un manga aussi bon. C'est une histoire assez... C'est un one-shot, mais c'est une histoire assez étrange. Au début, t'es un peu perdu. Tu suis cette petite fille et ce géant qui parcourt le monde à la recherche de peuples. Tu vois que le monde a été décimé, mais en fait, ils sont hyper malaisants parce que la petite fille, elle abreuve le géant, vous verrez d'une façon, mais c'est très bizarre. Au début, tu te dis « Oula, qu'est-ce que j'ai fumé ?» Tous les deux vont devoir combattre des géants parce que le monde est géré par des géants. Il y a une question sur les dieux, très intéressant, sur la force, le courage, et en fait c'est un lutteur, donc il y a un peu d'humour et en même temps de réflexion, bref, ça se voit que c'est un début de Kento Miura, mais j'ai beaucoup aimé. Les dessins, ça reste très inspiré, genre t'as l'impression de lire Berserk au niveau de la patte graphique, hein. On est sur quelque chose d'assez semblable, très détail. Il y a des combats, des peuples. Ce que j'aime bien chez Kento Miura, il n'hésite pas à mettre des peuples de couleur en avant dans ses récits, ce qui est bien parce qu'en manga c'est vraiment quelque chose qui manque. Tu le vois avec Casca par exemple dans Berserk, là il s'agit d'un peuple voilà, de couleur qui veut défendre sa patrie, qui défend la nature, bon bref, tu vois vraiment le clin d'œil à l'Afrique, je trouve qu'il est très beau pour ça parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les mangas et je trouve ça bien qu'un auteur voilà, en parle. Et il y a une belle réflexion sur la guerre et la vengeance, donc je vous conseille si vous êtes intéressé, c'est un one shot, donc voilà, vous mettez 6,50€, 7€ et vous avez une petite histoire très intéressante avec des dessins de ouf. Donc je vous le conseille, et c'est beaucoup moins sanglant que Berserk. Je vais vous présenter ensuite le récit jeunesse. Alors celui-ci, ça a été une bonne transition entre La Grâce des Rois et Le Temple des Vents, qui étaient deux grosses briques de fantasy que je devais lire. Il s'agit de Légende du monde émergé de Licha Troisi. Donc là, c'est le 3e cycle des mondes émergés. Premier cycle avait été un coup de cœur quand j'avais 15 ans, avec cette histoire de demi-elfe qui devait sauver le monde. Licha Troisi, ça a été vraiment un gros truc il y a 10 ans maintenant. Et donc elle a écrit des suites. Le cycle 2, tu suis Doubé qui est une assassin qui va porter une malédiction. Doubé, tu la retrouves là-dedans en fait. Il faut lire en fait les cycles avant parce que t'as trop de références. Même Nihal, elle est dedans là, donc c'est vraiment genre la suite. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce livre, alors certes, tu te retrouves avec l'histoire de la fille qui a perdu la mémoire. Bon, à la fin du premier tome là, tout va mal. C'est-à-dire que un des personnages que tu pensais bon, mais est mauvais jusqu'à la moelle et tu te demandes pourquoi, donc j'ai hâte de savoir ça. Il y a toujours des histoires d'amour, voilà, parce que c'est quand même adressé à un public jeunesse, donc ça marche bien chez les jeunes. Là-dedans, elle est plutôt sympa, même si c'est la jeune fille sans défense avec le magicien. Là, il y a un truc, le fait que ça soit les magiciens, tout soit négatif, et que pour l'instant on est sur quelque chose de mauvais, et qu'elle est un peu la rédemption. Je trouve ça sympa, voilà. Après, j'attends de voir la suite, parce que c'est un peu étonnant, le chemin qu'a pris l'auteur, tu te dis, ah, parce que ce qui était intéressant avec cette série, c'est que tu suis Nihal dans le premier cycle, tu suis ses descendants dans le deuxième cycle, et tu suis donc ses descendants dans ce cycle-là aussi. Et c'est la première fois que ses descendants vont avoir ce rôle un peu là dans l'histoire. Il y a toujours, comment dire, cet effet qui est un peu triste, parce que tu fais toujours des bonds dans le temps, placés 60 ans après, quelque chose après, nos personnages ont beaucoup vieilli, il y a des personnages qui sont morts, et t'es en mode... Voilà, moi en plus je les ai lus il y a pas très longtemps, donc c'est bon la gifle que tu te prends dès le début, tac, le mec que t'as suivi pendant 3 trucs il est mort. Ouais bon, d'accord. Mais c'est une bonne série jeunesse que je conseille si vous aimez la jeunesse, la fantasy. Il y a des dragons, le dragon est beaucoup plus présent là-dedans, et ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien, c'est écrit très simplement. Et c'est toujours des personnages féminins un peu badass, voilà, qui se battent. Mais je trouve que celle-là, c'est quand même celle qui est la plus
fragile de départ, parce que Nihal dans le premier c'était vraiment une badass girl du genre waouh. Dans le deuxième, Doubé c'est quand même une assassin, même si elle chiale tout le temps, c'est quand même une assassin. Là on est face à une fille un peu fragile, même si on sait qu'elle se bat, et il y a tout un côté avec des hybrides que j'aime beaucoup avec les nymphes, donc on explore quelque chose d'assez différent. Mais j'adore tout ce qui est histoire d'hybride, donc je suis servie. Ensuite je vais vous présenter un livre que j'ai surkiffé, mais vraiment je m'y attendais, parce que tout le monde m'avait dit ce livre, c'est un voyage perturbant et il fait peur et c'est quand même un génie de la fantasy qui l'a écrit. J'avais essayé de le lire avant et en fait j'étais pas trop dedans, pas trop dans le mood. C'est vraiment, il faut se concentrer et je l'ai dégusté celui-ci. Il s'agit de Fairies de Raymond et Feist. Alors Fairies, c'est un livre où tu suis l'histoire de deux stars d'Hollywood, donc un écrivain et une ancienne actrice. Lui il a fait sa vie avec une première femme, il a eu un enfant, et donc il s'est marié avec cette actrice plus tard. Ils vont habiter, je crois que c'est dans le Wisconsin, donc bref, là où il y a de la forêt aux États-Unis, dans une maison, la maison de son enfance, et ils font leur vie, ils ont des jumeaux, jusqu'au jour où tu sais, tu suis leur petite vie. Alors c'est une histoire d'amour, au début tu dis, oh c'est pas très fantasy tout ça, tu vois, les 200 premières pages, et en fait ça va en crescendo, c'est-à-dire qu'au début tu vois une créature dans le fond de la forêt qui te regarde et qui a envie de bouffer le chat, donc t'es en mode oula, et après en fait ce que j'ai aimé c'est que ça va de pire en pire et à la fin tu dis est-ce qu'ils vont survivre ou pas, et ça respecte tellement l'image de la faerie, donc des fae comme on peut dire, c'est-à-dire que toutes les apparitions de fae, elles sont pas gentilles dans le récit, et c'est ce qui normalement les fae ne sont pas, les fées elles sont pas sympas, et ce qui s'attire beaucoup de du procédé allemand, c'est-à-dire que la fae, donc celle, tout ça, peut pas mentir, mais surtout la fae est une attraction sexuelle extrêmement dangereuse. Là tu le vois avec les personnages, ils ressentent des trucs qu'ils devraient même pas ressentir envers des êtres qu'ils devraient pas ressentir, et du genre ils sont hyper mal à l'aise, les enfants ça leur fait des trucs, ça c'est une question, c'est un récit qui est assez adulte là-dedans, mais tu vois comment ça leur détracte le cerveau, et je trouve que c'est un peu en hommage aussi aux récits médiévaux comme ça, où les fae arrivaient à enchanter les chevaliers qui étaient très jeunes à l'époque, et qui leur détraquaient le cerveau, voilà, eux ils étaient là avec leur petite épée, et puis voilà, ils finissent leur vie avec une fae, ça se finit jamais bien. Bref, là on est vraiment dans un truc très sombre, très malaisant, où il y a voilà, des choses qui mangent les êtres, des meurtres, tout. Donc tu sais pas comment vont finir la vie des personnages, et t'es un peu sur le... Donc c'est pour ça que ça fait un peu thriller aussi, et j'ai adoré cette lecture. Parce que ça met mal à l'aise, parce que t'es pas bien quand tu le lis et t'es en mode cette créature me met très mal à l'aise et comment ça va finir. J'ai beaucoup aimé les personnages, notamment bon, la relation entre il y a un étudiant et une lycéenne, gnangnan américain, mais en fait comme il y a le truc de la fantaisie et qu'il lui arrive des trucs horribles à la fille, je suis en mode bah voilà ça va, tu vois, j'ai apprécié le personnage dans ses souffrances. Pareil, en fait, toute la famille, c'est des Américains très chics, machin. Et le fait qu'ils soient un peu torturés comme ça, que leur vie est totalement détruite, j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé, en fait. Bah, et Feist, il a toujours une plume... C'est le monsieur sait écrire, quoi. Et j'ai trouvé ça un très bel hommage au récit de Faerie. Je trouve qu'il était très bien. Et notamment, et par exemple, il y a la chasse, qui est un grand truc de Faerie, la chasse infernale qui est citée. Bref, tu vois que le mec a fait des recherches, donc ça, c'est vachement bien. Et les créatures... T'as une reine, un moment qui apparaît, t'es vraiment dans le bestiaire, mais la fantaisie n'est pas le point essentiel, t'es vraiment beaucoup dans la réalité avec des pointes de fantaisie horrifiques, et c'est surtout vers la fin où là t'as les 200 dernières pages, tu voyages beaucoup en faerie, tout ça, mais sinon, voilà, c'est un truc crescendo. Ça peut perturber au début, mais c'est ce qui fait la force aussi de ce récit, donc je vous le conseille si vous êtes intéressé, si vous vous intéressez aux fae, au moins là-dedans vous aurez des choses qui sont véritablement tiré des folklores allemands, européens. Bref, c'était très intéressant, effrayant, très bonne lecture pour Halloween, je dois le dire. Et je vous conseille ce roman qui paye pas de mine quand on le voit, mais qui est très très bon. Ensuite, je vais vous présenter le 4e tome de Terry Goodkind, qui est Le Temple des Vents, donc c'est l'épée de vérité, dont vous avez sûrement vu The Legend of Seeker, la série télé, où ils étaient habillés en cuir et Richard avait une tête disproportionnée à son corps et c'était mal joué, c'était mal filmé, les effets spéciaux faisaient peur. Bref, ce n'est pas le plus grand hommage qu'on peut faire, c'est vraiment la série Z que je regardais et que je prenais plaisir à regarder, mais c'était horrible. Mais genre c'est tellement nul, mais c'est tellement bien. Et donc... c'est une série, l'épée de vérité, que j'aime beaucoup, avec Richard qui est un paysan qui va se retrouver sourcier, c'est-à-dire qu'il va être, comment dire, détenteur d'une épée magique donnée par un magicien qui est son grand-père, et qui va devoir traverser une grande muraille qui sépare deux royaumes.
muraille magique, et tuer le tyran. Là, dans le 4e tome, c'est un peu difficile de vous résumer, mais Richard a une histoire d'amour avec une inquisitrice, qui est une femme qui, dès qu'il touche les gens, peut les manipuler, donc c'est un peu compliqué. Ils doivent se marier dans ce tome-ci, parce que bon, dès le 1er tome, tu sais qu'ils s'aiment, hein, mais voilà, tout est fait pour qu'ils ne finissent pas ensemble, et c'est très compliqué. Il y a une jeune fille qui revient et qui dit qu'elle est promise à Richard. Alors celui-ci, je l'ai bien aimé, mais je trouvais que c'était le moins bon, parce qu'en fait, moi, la force de Legend of Seeker, l'épée de vérité, c'est son univers, c'est-à-dire c'est ses forces sombres, ce que j'ai toujours aimé. Il y a de la torture, il y a des violences sexuelles, il y a des créatures dégueulasses, c'est un monde qui est très violent, vraiment très très violent. Il y a des scènes, bon je l'ai lu, j'ai commencé à lire très jeune, c'est pour ça, mais il y a des scènes qui sont affreuses, mais les personnages, Richard, je n'aime pas trop parce que c'est un peu je suis un héros et je fonce dans le tas, voilà, le Naruto de la fantaisie. Et il est un peu casse-couille. Et Callan, elle est du genre, je suis la femme super puissante mais douce en même temps. Et Richard, c'est toute ma vie parce que je suis amoureuse. Voilà, donc c'est pas forcément ce que j'aime le plus. J'aime beaucoup les personnages secondaires, notamment Kara qui est une Morsite. Les Morsites, c'est les méchantes sadomaso. Elles portent des costumes en cuir et elles aiment la douleur, mais je l'aime trop. Donc voilà, il y a plein de personnages que j'aime bien. Et par exemple, Zed le magicien, on le voit presque pas. Donc j'étais en mode, c'est pas les personnages qui font la force de ce roman. Et là, c'était beaucoup les personnages et beaucoup trop de romances dans celui-ci. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de romances. Alors c'est vrai que Kellan et Richard, c'est quand même, leur histoire d'amour est quand même prédéterminante à l'histoire, mais là je trouvais ça long, ça fait 600 pages pour parler d'un mariage. Bon, il y a quand même une peste, il faut qu'un sacrifice, tout ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça long. Alors ça se lit bien, c'est pas le problème, mais c'est le moins bon des 4. Ce qui me fait peur, c'est que vous êtes beaucoup à me dire que vous avez abandonné au 5, et ça me fait chier parce que c'est quand même une série fondatrice de la fantasy, donc il faut que je m'accroche. J'ai quand même bien aimé ma lecture, hein. Je l'ai lu comme ça, et en fait comme il n'y a pas de moment dégueulasse vraiment à proprement dit, ça va quoi. Je l'ai lu beaucoup plus facilement que les autres, parce que les autres j'ai vraiment été rebutée à certains passages. Là, non. Après, on verra ce qu'il y a. Bon, il y a quand même des jalons qui sont posés. C'était quand même assez facile de déduire. Alors, je dis rien parce que la fantasy, c'est souvent des schémas qui se répètent. Mais là, tu sais un peu qui va être le méchant de l'histoire. Hein. Faut pas être inspecteur gadget pour le savoir. Mais je vous le conseille parce que c'est quand même très bien. En général, juste pour l'univers en fait, qui est super, et certains de ces personnages, mais celui-ci met en avant les personnages qui sont un peu les plus chiants. Moi, les mariages, ça n'a jamais été ma tasse de thé, que ça soit dans la réalité ou dans la fiction, je me fais toujours chier. Donc voilà, c'est comme ça, mais je vais vous présenter un livre qui était très très bien après. Mais je vous le conseille, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, loin de là. La grâce des rois de Qian Liu. Alors celui-ci, quand je l'ai présenté, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, je vais l'acheter et tout ». C'était très bien. Franchement, c'était très bien, mais c'était complexe, je dois le dire. Alors, c'est un sacré pavé de 800 pages, c'est de la silk punk. La silk punk, c'est le roman fondateur, l'auteur décrit son roman comme ça. C'est un courant de la steampunk. En même temps, c'est un peu plus complexe que ça, parce que t'as pas autant de steampunk que de steampunk. Comment dire ? L'univers, la steampunk, c'est le fait que la soie soit au centre du récit comme essence première à ce monde. Là c'est le cas, tu vois, t'as quelques indices, mais c'est pas comme la steampunk où tu vois la fumée, tu vois, tu le sens l'univers. Là pas trop. Pour moi la silk punk c'est de la fantaisie asiatique avec un peu de technologie. En fait c'est de la steampunk asiatique, pour être plus clair. Pour moi je l'ai défini comme ça dans le livre, parce que t'as des inventions avec du bambou, des choses comme ça, tu vois. Tu le sens, l'univers asiatique il est extrêmement présent dedans. Mais pour moi, c'était pas non plus poussé au niveau des inventions. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'importance de la soie, vous voyez. Et ça m'a un peu décontenancé. Mais de quoi ça parle ? Alors, c'est l'histoire très complexe, parce qu'au début, t'as plein de personnages, t'es en mode je vais pas y arriver. Mais j'y suis arrivée. Donc, il faut se concentrer, mais c'était vraiment très bien, ça en vaut vraiment la peine. Tu suis un monde où il y a plusieurs royaumes, et il y a un empereur qui a conquis plusieurs royaumes. Tu suis différents enfants, un qui est le fils, le petit-fils, où il est héritier d'une famille qui vient de se faire chasser par l'empereur, où ils ont tué tout le monde. Voilà, et tu suis ensuite un enfant qui va devenir un bandit. L'empereur est assassiné, et donc le bandit en fait devient très ami avec cet enfant-là. Il va un peu reconquérir le monde à sa sauce. Sauf qu'il va y avoir une grosse dispute entre eux et la guerre va commencer entre les deux frères d'armes.
pour un royaume. Alors ce qui est très bien, c'est que c'est un récit qui va très longtemps dans le temps, tu les suis de l'enfance à la fin, pendant les guerres, tout ça. Ils ont tous des familles, des histoires d'amour, c'est très complexe au niveau de la... Il y a beaucoup de données sur les personnages, donc tu t'y attaches. La force de ce roman, c'est les personnages auxquels tu t'attaches, des personnages qui sont mauvais tous les deux. C'est-à-dire que c'est hyper décontenançant, non, ça te décontenance beaucoup parce que à un moment tu vas énormément aimer ce personnage parce qu'il a fait telle action, et l'autre moment tu te dis mais lui il est super, et en même temps ils sont en guerre donc tu sais pas quelle partie prendre, et je pense que c'est aussi ce que voulait faire le livre, c'est-à-dire que tu n'as pas de bon ou de mauvais en même temps, c'est-à-dire que t'en as un, il tue en masse, c'est un tueur énorme, mais l'autre aussi, il tue des dizaines de milliers de gens, donc en fait, c'est juste qu'il le fait moins violemment, mais il le fait quand même, donc t'es quand même avec autant de morts. Donc, bref, c'est très asiatique dans le sens que t'as beaucoup de choses, je sais pas, il y a vraiment un aspect asiatique dans le fait que les armes, l'ambiance, les paysages, les noms, alors les noms... Moi, c'est toujours ce que j'ai du mal, même avec les mangas, les noms asiatiques, j'ai vraiment du mal avec ça, à les retenir tout. Donc il y a plusieurs fois, j'étais en mode, mais c'est qui lui? Mais heureusement, il y a un glossaire à la fin pour les personnages. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais la fin est triste. Voilà, c'est une guerre, hein, tu vas pas forcément rire tout le temps. Il y a juste un truc qui m'a gêné dans le roman. Alors je sais qu'en Asie, pendant des siècles, les empereurs prenaient plusieurs femmes. Et il y a un personnage, en fait, c'est pour ça que je l'ai moins aimé, c'est peut-être mon côté féministe, mais la polygamie, voilà, était présente. Et pendant tout le roman, il dit qu'il a connu la femme de sa vie, tu vois, que c'est l'unique femme qu'il a aimée. Et en fait, mais vraiment vers la fin, il rencontre une meuf, il décide de l'épouser, de lui faire un gosse. Et genre, tranquille peinard, et tu vois, il s'étonne que son épouse un peu soit jalouse. Non, mec, je suis désolée. Donc ouais, je me suis dit mais c'est bizarre, tu vois, pendant tout le récit on te répète que c'est la femme de sa vie, tu vois. Si tu voulais faire une polygamie, il aurait dû le dire autrement, du genre ça m'a décontenancé dans la cohérence du personnage. Voilà, surtout ça. Après les femmes, même si y a de la polygamie, tout ça, elles tuent, c'est des femmes fortes. Jia, qui est la femme de Kuni dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé ce personnage. En fait, les personnages de femmes ont été très intéressants pour moi. Voilà, il y a une maréchale du genre, il y a une femme qui conduit des armées, alors je sais pas si ça s'est vraiment passé, si c'est inspiré de faits réels ou pas, mais bref, c'était la première fois que je lisais vraiment de la fantaisie asiatique, et ça m'a vraiment plu. Je tenterai de nouveau l'expérience parce que je suis une passionnée du Japon, j'aime beaucoup aussi la Corée, même si je déteste la K-pop, et moi ce n'est pas... À part Big Bang, j'ai jamais aimé les trucs de K-pop. Pourtant j'ai écouté, hein, j'ai essayé, mais ça ne passe pas. Je pense que voilà, mon cœur va au hard rock et c'est pas forcément le même genre. Et ouais, non, c'est vraiment sympa et je vous conseille. C'est une brique, un chemin, une expérience, un livre qui vous marquera sûrement. Complexe, voilà, Out of Love, c'est vraiment pas destiné aux gens qui n'ont pas l'habitude de la fantasy. Mais bon, si vous suivez ma chaîne, vous avez quand même dû lire certains livres de fantasy en général. Voilà, je vois quand même des gens qui sont hyper calés sur le sujet. Donc voilà, si vous voulez tenter autre chose, sortir de votre zone de confort, vous avez lu la fantasy européenne, américaine, africaine, du genre désertique, mais c'est plutôt oriental, mais africaine, il n'y a pas tellement... Déjà, si vous avez de la fantaisie africaine, n'hésitez pas à le dire, parce que moi, ça m'intéresse, en fait, de déployer, en fait, ce genre, mais dans plein de choses, et c'est vrai que le côté asiatique est vraiment une force de ce roman, et ça m'a rappelé un peu, vous savez, les films de samouraï, avec les clans, tout, il y a quand même une idée de ça, vous voyez, et toi, tous les shoujo, en plus, ils ont des grands cheveux, tout, ils se battent, ouais, bref, t'es dans ce genre de délire, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'en est tout pour ce mois d'octobre de l'imaginaire. J'ai lu que des livres de l'imaginaire. Bon, je lis souvent que des livres de l'imaginaire, mais c'est vrai que je lis des fois des classiques. J'aime bien aussi lire d'autres genres parce que je trouve pas très sain de lire toujours la même chose, parce que tu t'enfermes, tu te lasses, malheureusement, parce que je trouve que quand on lit trop de fantaisie, il y a un moment... Voilà, c'est pour ça que quand tu lis de la fantasy, c'est bien de tourner vers le steampunk, la beatlit, le fantastique, pour un peu changer, parce que sinon tu bouffes que ça, et c'est quand même parfois des schémas qui se ressemblent, des personnages qui se ressemblent, des fois vous savez je me mélange dans les noms. Mais c'était une très bonne expérience, j'adore ce mois de l'imaginaire, je vous conseille de le suivre tous les mois d'octobre parce que c'est important. L'imaginaire, comme vous le savez peut-être, la fantasy n'est pas un genre très reconnu en France. Même l'imaginaire en soi, la littérature jeunesse est plus considérée comme une littérature que la fantasy
Alors qu'on a quand même Tolkien, qui est un auteur, voilà, on a le livre fondateur de la fantasy, hein, mais c'est juste que les journalistes, la critique littéraire, elle est pas très, comment dire, à part Gallimard, les Goncourt, tout ça, elle a pas trop le viseur ouvert, hein. Même le polar, ça reste quand même une lecture de gare, hein. Mais c'est vrai que le mois de l'imaginaire, c'est une initiative aussi pour légitimer l'imaginaire, le faire découvrir aux autres, parce que c'est un genre qui plaira, je suis sûre qu'il plaira à beaucoup de gens. C'est juste que beaucoup de gens ont des a priori sur le genre, des a priori machistes, hein. Quand tu lis certains premiers livres de l'imaginaire, c'était écrit par des hommes pour des hommes, hein. Tu le sens parfois et c'est un peu gênant. Tu le vois dans Terry Goodkind, hein, l'épée de vérité, parfois t'es en mode mec, tu vas descendre d'un étage. Mais voilà, ça dépend de la génération. On pourrait dire la même chose de Tolkien, même s'il y a voilà, des contre-exemples. Mais il faut un peu parler de ce genre, aider à le légitimer, soutenir des maisons d'édition françaises aussi, de la fantaisie française, pour légitimer le genre, c'est important pour moi, et je pense qu'il y a certains d'entre vous, c'est important pour vous, parce que si on ne soutient pas l'imaginaire, les éditeurs ne le publieront plus un jour. Si on n'achète pas de l'imaginaire, le genre il va disparaître. Pour d'autres genres, hein, vous voyez, en édition, il y a beaucoup de genres qui naissent, hein. Par exemple, la new romance n'était pas aussi élevée, la littérature érotique aussi. Je dis pas que ça doit disparaître, mais voilà, il y a des modes, et quand il y a des modes, bah t'as toujours peur qu'il y en a une qui descend un peu. Et voilà, l'imaginaire est important, il a eu du mal à se mettre en place, il faut surtout pas l'abandonner, faut lui tenir la main et lui dire je vais continuer à te lire et je vais te développer, je vais en parler. Et donc c'est aussi le but du mois de l'imaginaire, d'en parler autour de vous, que les gens à la télé aussi prennent conscience d'en parler, de regarder des films, bref. Plus le mois d'octobre avec Halloween, c'est quand même le mois où tu peux te permettre ça. Et je vous souhaite, sur ces beaux mots de philosophie pseudo-intelligente, voire pas du tout intelligente, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez les livres que vous avez lus pour le mois de l'imaginaire.